Sud Radio, il est 9h30 jusqu'à 10h. On débat sur Sud Radio. Que retenir des vœux d'Emmanuel Macron prononcés hier soir pour cette année 2024? Un président en crise. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités sur Sud Radio jusqu'à 10h. Arlette Chabot, éditorialiste à Sud Radio. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Meilleurs vœux? Meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent et à toutes celles. Attention, je ne veux pas oublier celles et ceux. Ben oui, c'est ça, celles et ceux. On a compris la formule, on la retient. Avec nous également Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Un ouvrage, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès, édition du CERF. Bonjour. Bonjour à vous et meilleurs vœux à vous toutes et tous. Aussi, meilleurs vœux, Arnaud Benedetti. On va revenir avec vous deux sur ces vœux présidentiels hier soir. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le fond concernant ces vœux présidentiels? On a eu finalement, Arlette Chabot, du classique, du traditionnel dans l'ensemble? C'est jamais un exercice très original. Non, il y a les mots-clés qu'on retiendra. C'est évidemment la détermination du président de la République, son souci d'agir et agir encore. Et puis aussi, le mot qui est revenu très souvent, c'est réarmement. Donc on va réarmement de l'économie, réarmement scientifique, réarmement civique. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste parce que on aurait fini l'émission avant que j'ai terminé. Donc c'est ça. Mais donc je pense que c'est d'abord la volonté d'un président de la République de montrer qu'il continue. Il reste en marche quoi qu'il arrive et déterminé à continuer à réformer. Et malgré cette majorité relative, Arnaud Benedetti, l'idée c'est de dire non, il n'y a pas eu d'immobilisme, on a continué d'avancer en 2023, on va continuer de le faire en 2024. Est-ce qu'on peut y croire déjà? Ça va être compliqué? Moi, il me semble que ça va être compliqué. Non, mais juste pour un mot sur ses vœux, moi je trouve que c'était des vœux de transition d'une certaine manière. Il n'a pas vraiment traité du fond, il n'avait pas vraiment envie de traiter du fond, d'autant plus qu'il s'était exprimé 15 jours avant pendant près d'une heure et demie ou 2 heures. Donc, on pouvait pas attendre d'annonces. De toute façon, il y a rarement des annonces dans les vœux. Oui. C'est un exercice rituel. Après, si vous voulez, aujourd'hui, la difficulté d'Emmanuel Macron, elle est multiple. D'abord, c'est le point, à mon avis, essentiel, c'est le fait que quand même, il ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale, et ça, c'est très invalidant. Et on se demande comment il va pouvoir continuer ainsi pendant 3 ans et demi, parce que quand même, il faut jamais oublier, on est quand même en début de mandat. Ça fait seulement 1 an et demi qu'il a été élu, et on est en train de se poser la question de savoir comment il peut continuer. Et alors c'est vrai qu'on a eu déjà par le passé des présidents de la République qui ont eu des problèmes lors du second mandat, qui ont été parfois un peu essoufflés, mais au moins ils avaient un avantage, ils avaient une majorité. Même Mitterrand en 88 avait quand même une majorité qui était plus large à l'Assemblée nationale. Puis bon, il avait un Premier ministre qui était quand même très habile, Michel Rocard, en tout cas en début de législature, pour essayer de trouver des majorités de compromis. Même s'il a beaucoup lui-même utilisé le 49-3 à l'époque, 28 fois, il faut quand même le rappeler. Pour l'instant. Mais après, si vous voulez, donc il a ce problème. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que finalement, on se demande comment il peut relancer son mandat. Et la difficulté, c'est que aujourd'hui, au-delà du fait qu'il a en effet ce problème d'étiage parlementaire, c'est que on a du mal à voir quel est le cap du président de la République, si ce n'est un qui me paraît essentiel et qui reste, j'allais dire, dominant dans son discours, puis aussi quand même dans son action, c'est le cap européen. Et d'ailleurs, il a insisté hier. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a reparlé de souveraineté européenne. C'est d'ailleurs réarmer. Souveraineté européenne. Dans la série des réarmements. Mais finalement, le réarmement, il nous en parle depuis quasiment la crise Covid. Souvenez-vous, il fallait toujours réarmer. C'est ça que je dis que la liste est de plus en plus longue. Voilà, réarmer et souveraineté européenne. Arlette Chabot, oui, effectivement, c'est un terme qui revient souvent. C'est pas la première fois qu'on l'entend, même s'il a beaucoup insisté là-dessus. Sur la forme, finalement, c'est vrai qu'on a une différence entre le constat qu'on fait aujourd'hui concernant le président de la République, sa situation, et puis la forme, avec une forme d'autosatisfaction, en l'occurrence, pendant ses vœux. C'était quoi la déconnexion? Une sorte d'autosatisfaction un peu déplacée de la part du président de la République ou pas? Non, il y a toujours un bilan, et le bilan est positif, donc on met en avant, il assume parfaitement la réforme des retraites. En revanche, si c'est pas
beaucoup étendu sur l'immigration. Il a noyé le projet immigration dans l'adoption par l'Europe de ce fameux pacte aussi européen sur l'immigration. Donc sur ça a été un peu noyé, aussi, mais parce qu'il s'est déjà expliqué dessus et qu'il attend aussi les décisions du Conseil constitutionnel sur ce texte. Donc l'idée, c'est de se projeter toujours, encore une fois. C'est pour ça que je dis qu'il est toujours en marche. Voilà. Et surtout, il ne veut pas montrer jamais qu'il est entravé. Surtout quand il n'a pas de majorité, comme le rappelait Arnaud à l'instant. Donc on se dit, mais comment va-t-il faire? Et lui, il nous donne un programme qu'il complétera, puisque ce rendez-vous avec la nation, il aura l'occasion de s'exprimer, dit-il, tout au long du mois de janvier, dans les semaines qui viennent, sur effectivement la manière dont il relèvera les défis. Mais franchement, la liste est longue. Le point, je trouve effectivement important, c'est l'Europe, parce que là, l'Europe, il vise le choix, et le choix vis-à-vis, évidemment, du Rassemblement national. Et là, il y va quand même... Qui était visé indirectement sur l'Europe, et très fortement. Arrêter la Russie ou soutenir les Ukrainiens, contenir l'Europe ou la bloquer, affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Donc ça, c'est très fort et c'est la campagne. Et on a bien compris que la campagne, c'est quand même lui qui va la mener, même s'il y a une tête de liste. Donc ça, c'est le moment politique. Je suis pas sûr que tout le monde ait bien perçu, bien enregistré cette phrase, mais lui, il a engagé le combat pour l'Europe. Et ça, c'est effectivement une constante et une vraie conviction du président de la République. Arnaud Benedetti a engagé le combat sur ces élections européennes en visant très clairement le Rassemblement national, c'est ça? Clairement, mais de toute façon, il le fait, j'allais dire, depuis 2017. La ligne de partage pour Macron, c'est... les progressistes, bien qu'il ne parle plus tellement de progressisme aujourd'hui, parce que forcément, il a quand même beaucoup triangulé à droite ces dernières années. Mais enfin bon, globalement, c'est la ligne entre le camp de la raison, qu'il serait censé incarner, qui doit se battre, qui désigne un ennemi. C'est très schmittien, ça, comme Carl Schmitt le disait. Politique, c'est désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est les populistes. Donc, alors, il cite pas le Rassemblement national, évidemment, mais tout le monde aura compris que l'adversaire qui, à ses yeux, est à la hauteur de son combat, c'est le Rassemblement national. Et de fait, c'est ce que nous disent les sondages aussi. Non, mais les sondages, les sondages le disent. Et d'ailleurs, le disent d'une manière très forte, parce que quand vous regardez les derniers sondages, si vous faites le total des voix qui sont, en tout cas, prêtées au Rassemblement national, à Éric Zemmour, ou même à Monsieur Dupont-Aignan, vous avez une droite, je ne sais pas si on peut l'appeler souverainiste, mais enfin qui est plutôt souverainiste, en l'occurrence, qui est à près de 40%. C'est-à-dire qu'historiquement, c'est extrêmement haut. Je ne crois pas qu'on ait atteint, enfin je parle aussi sous le contrôle d'Arlette, mais je ne crois pas qu'on ait atteint par le passé un tel niveau d'intention de vote pour ce courant politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dominants. Le premier bloc, c'est celui-ci, idéologiquement. Donc, en effet, je comprends qu'ils soient aujourd'hui en train de les désigner comme ses adversaires. Le problème, c'est ce qui marchait, si vous voulez, en 2017, ce qui a pu marcher en 2022... Est-ce que ça peut marcher aujourd'hui en 2024? Et comme c'est un président qui ne peut pas se représenter, qui plus est, donc si vous voulez, à mon avis, ça le contraint encore plus. Arlette Chabot, est-ce qu'il s'est piégé là-dessus sur le Rassemblement national? Non, c'est son combat, mais le combat il est important parce qu'il y a eu un petit événement pendant le week-end, c'est les personnalités préférées des Français. Et pour la première fois depuis des très longues années, il y a dans le top 50 le retour d'une personnalité politique, et c'est Jordan Bardella, qui est à la 30e place. Donc ça, c'est une percée qui a surpris évidemment les responsables de l'IFOP qui organisent cette consultation des Français. Donc il y a les stars, comme d'habitude, et puis les politiques, ils avaient disparu depuis des années. Quand cet instrument de mesure a été créé, ils étaient tous dans le top 50. Fini, éliminés les uns après les autres. Et là, l'apparition de Jordan Bardella, qui est quand même nouveau, franchement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il imprime, qu'il incarne un renouveau, et c'est lui qui sera évidemment qui est la tête de liste pour les élections européennes. Donc c'est un signe, il montre quand même que la nouveauté, elle est de ce côté. C'est important, ça. Oui, c'est très important. Il y a Gabriel Attal plus loin, beaucoup plus loin. Mais dans le top 50, juste un point, c'est Jordan Bardella. C'est qu'il reprend le Rassemblement national, lui reprend le flambeau de la jeunesse, qui était le sien, en l'occurrence. Et en effet,
Bardella qui n'a pas 30 ans, et de ce point de vue-là, extrêmement, je veux dire, puissant sur cet angle-là. Arnaud Benedetti, Arlette Chabot, vous restez avec nous. On revient dans un instant sur Sud Radio pour continuer. Alors, on a fait le bilan un petit peu de ses vœux présidentiels hier soir. On va parler aussi de ce qui attend Emmanuel Macron en ce mois de janvier, très chargé pour lui. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. 9h42 sur Sud Radio, la nouvelle année 2024. Qu'attendent du président de la République, notamment en ce mois de janvier qui va être particulièrement chargé. Pour lui, on en parle, on en débat avec Arlette Chabot, éditorialiste à Sud Radio, également avec nous Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Je disais un mois de janvier qui va être chargé, Arlette Chabot, avec cette question du remaniement qui va être très vite. On le rappelle, le Conseil des ministres prévu mercredi, a priori, n'aura pas lieu. On n'a pas d'explication de la part de l'Élysée à ce sujet, et cette question du remaniement, on va voir, mais d'ici mi-janvier, on devrait être fixé sur cette question-là, Arlette Chabot. En fait, hier, il a dit beaucoup de choses, mais on ne sait pas, j'allais dire, l'essentiel des choses, c'est-à-dire effectivement comment il va le gouverner. Il n'y a pas la méthode. Il dit effectivement encore une fois qu'il interviendra pour expliquer comment il entend relever ces défis. Donc là, on aura la boîte à outils dans les semaines qui viennent. Est-ce que ce sera une intervention, ces rendez-vous avec la nation qu'il avait déjà promis il y a quelque temps, une intervention, des interventions, des visites, des voyages. Personne ne sait de quelle manière effectivement il va préciser sa pensée. Et puis il y a dans la série des boîtes à outils, il y a la boîte gouvernement, Premier ministre. Va-t-il changer? Oui, non, comment? Elisabeth Borne qui l'a remercié tout particulièrement. Alors oui, il a remercié le gouvernement. Remercier, le gouvernement, faut-il le prendre? Il y a deux sens, il y a deux sens, effectivement. Il y a un double sens à merci. Ça peut effectivement signifier le congé. Elle-même dit qu'elle a mission a été accomplie, donc donc elle peut envisager elle aussi de partir, et c'est vrai qu'elle n'a pas démérité, elle a même tenu, elle a rempli les missions que lui avait fixées le président. La loi immigration a été votée, à quel prix sans doute, mais elle a été votée. La réforme des retraites a été votée, à quel prix, mais elle a été votée. Donc au fond, elle a rempli effectivement sa tâche. Après, je pense que c'est pas l'essentiel pour les Français. C'est symbolique, sauf s'il y a une personnalité forte à Matignon. Mais là, on revient à une vraie question. C'est le président de la République. S'il a une personnalité forte à Matignon, ça veut dire qu'il accepte de partager un peu son pouvoir. Et jusqu'à présent, c'est pas ce qu'il aime faire. Oui, effectivement, il l'a pas montré très clairement jusqu'à présent. Arnaud Benedetti, on a cette question du remaniement, cette date du 17 janvier avec le jugement attendu d'Olivier Dussopt pour son affaire de favoritisme. Est-ce que ce remaniement, ça peut être un second souffle pour le quinquennat d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il n'arrive pas un peu vite dans ce quinquennat-là? Enfin, à mon sens, il arrive beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que vous avez un agenda politique qui est marqué au milieu de l'année par une élection qui est l'élection européenne. C'est vrai qu'on pourrait attendre plutôt du président de la République qu'il décide de remanier après les élections européennes. Parce que finalement, les élections européennes, c'est une élection intermédiaire, où vous avez une photographie des rapports de force du pays, et le président de la République peut en tirer des enseignements et décider de remanier à ce moment-là et de changer éventuellement de Premier ministre. Vous savez, un Premier ministre sous la Ve République, en principe, c'était des temps anciens, c'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui, mais enfin, ça s'use jusqu'à la corde. Et là, en l'occurrence, il aurait intérêt, me semble-t-il, à user jusqu'à la corde Madame Borne, plutôt que de remanier maintenant, de changer de Premier ministre maintenant, et de se retrouver avec un gouvernement qui soit déjà très essoufflé au mois de juin, et en plus avec une défaite à la clé, où là, en effet, la situation pourrait être encore plus contraignante pour lui. Donc, mais c'est vrai que bon, comme Emmanuel Macron ne fait rien comme les autres, en l'occurrence, on peut imaginer qu'il est, en tout cas, dans la tête, l'hypothèse de remanier. Alors après, c'est remanier avec qui? C'est-à-dire que le remaniement, il faut qu'il ait un sens. Soit vous avez un changement de ligne politique qui correspond à un changement d'alliance politique, ou là on pencherait vous plus à droite potentiellement. Et puis vous décidez de mettre un Premier ministre qui soit un Premier ministre un peu fort, avec un fort capital politique pour vous protéger. Mais comme là aussi Emmanuel Macron ne fait pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il va pas forcément choisir un Premier ministre qui a un fort capital politique, qui va prendre un peu de lumière, mais qui, en prenant un peu de lumière, va un peu protéger le président de la République. On a
du mal à imaginer quel peut être le sens d'un remaniement pensé par Emmanuel Macron et pensé par Emmanuel Macron dans l'agenda qu'on lui prête. Donc moi je suis assez sceptique, mais enfin bon, nous allons bien voir. Arlette Chabot, vous le disiez, hein, ce remaniement c'est clairement pas la priorité des Français, mais ça peut avoir un impact. Est-ce qu'au niveau de l'agenda, ça serait bien joué dès ce mois de janvier ou pas? Je pense que Arnaud a tout dit, c'est-à-dire que logiquement, tel que le combat électoral pour les européennes s'annonce, on se dit mettre une équipe... C'est envoyé au casse-pipe éventuellement. De toute façon, voilà, il faudra assumer effectivement la défaite, s'il y a une défaite, et une défaite... elle peut être ample ou courte, elle peut être en tout cas beaucoup plus large que celle des précédentes élections européennes. Après, on a bien compris qu'il a envie de relancer la machine. Donc relancer la machine, ça veut dire peut-être une équipe qui serait renforcée. Mais avec qui, comment, on va pas repartir dans les noms. Moi, ce que je trouve un peu, si on revient sur hier soir, ce qui est un peu frappant, c'est que Emmanuel Macron, en dehors des fiertés et de l'optimisme qu'il a voulu redonner aux Français, les fiertés françaises, c'est le millésime français 2024, c'est qu'il parle pas beaucoup aux Français en fait. Donc il a un schéma, il donne des objectifs, il énonce ses objectifs, mais il y a jamais un mot, il y a jamais, j'ai pas le sentiment qu'il parle beaucoup à ces Français qui le regardent. Donc, qui est une prise sur le quotidien véritablement. C'est brillant, c'est intelligent. Il faut bien écouter parfois pour saisir la pensée présidentielle, mais en même temps, il n'arrive pas à parler. Alors c'est pas un exercice facile, effectivement. Hein, les vœux, c'est pas forcément là, mais il n'y a pas, je trouve, de message un peu chaleureux. Voilà, je vais le dire comme ça, chaleureux. Ça manque un peu d'humanité. C'est un président qui part à nouveau. Je relance la machine. Je vous ai expliqué, mais voilà. Et on attend la suite. Et on est là un peu. On reste un peu sur notre faim. Après, donc, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont les dispositions, les mesures qu'il va prendre. Il a mis en avant l'école, tant mieux. C'est vrai que c'est une attente des Français. Il dit en gros que le réarmement sur la santé, c'est fait. Bah non. Georges Pompidou, qui est un hôpital parisien bien connu, lance une souscription pour avoir un scanner. Donc, vous voyez, je veux dire, tout ça, et on montre quand même que voilà, il y a des grandes ambitions, c'est vrai, c'est bien, il y aura des grands rendez-vous, mais il y a quand même sur le concret des choses qui ne sont pas réalisées, quoi qu'il en dise. Et deuxièmement, notamment sur l'économie, et là je pense qu'il va vraiment s'en occuper, il y a le sujet de l'emploi. Or, le bilan positif d'Emmanuel Macron jusqu'à présent, c'est d'avoir fait baisser le chômage. Donc, compte tenu de la conjoncture, c'est pas évident que la situation du chômage ne se dégrade pas dans les mois qui viennent. Il va se consacrer à ce sujet. Effectivement, c'est le dernier temps. Hein. Et il faut qu'il se consacre. Donc ça, c'est des sujets de vie quotidienne. Ce qu'on veut, c'est que la France marche. Donc on peut pas faire comme si la France marchait beaucoup mieux aujourd'hui. Non, elle ne marche pas beaucoup mieux. Arnaud Benedetti, clairement un décalage entre son discours et la réalité, c'est ce que vous notez aussi? Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a l'affirmation d'un bilan que, comme tout président de la République, lors de l'exercice des vœux, il juge positif. Là-dessus, je dirais, il ne déroge pas à la règle, y compris de ses prédécesseurs. Et il y a une vision de la réalité qui, en tout cas, n'est pas celle, et là aussi les études d'opinion le montrent, d'une grande majorité des Français. Je suis assez d'accord avec ce que dit Arlette. Il y a un décalage, un hiatus permanent entre la parole présidentielle et la réalité telle qu'elle est perçue et vécue. La question de la santé, de ce point de vue-là, je trouve assez révélatrice. Si vous voulez, on peut pas dire qu'on a réarmé notre système de santé quand on connaît les difficultés que rencontrent les personnels hospitaliers, les structures hospitalières sur le terrain. Il en va d'ailleurs un peu le même avec la sécurité. Hein. Vous avez un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a un discours en effet très volontariste, de réaffirmation de l'autorité républicaine, etc., etc. Et puis une réalité qui, sur le terrain, n'est pas tout à fait la même que celle que veut bien nous décrire le ministre de l'Intérieur. Alors, à leur décharge, ils ne sont pas les seuls politiques à avoir été confrontés à ce décalage. Mais ce qui est vrai, c'est que ce décalage, aujourd'hui, apparaît de manière de plus en plus, j'allais dire, visible, de plus en plus criante, peut-être parce qu'on a changé aussi d'écosystème médiatique. Ça aussi, ça crée vraisemblablement cette espèce de tension. Mais enfin, en tout cas, il se heurte à cette difficulté.
Et je crois que le problème aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est que trop souvent, il est perçu comme quelqu'un qui, non seulement ne parle pas aux Français, quoi qu'il leur parle beaucoup en termes de communication, mais qu'il ne vit pas la même réalité que... Et si vous voulez, une forme de déconnexion. Il y a une forme de déconnexion. Alors, il n'est pas encore une fois le seul président à avoir été confronté à cette question de la déconnexion, mais peut-être parce que lui, il a un parcours plus particulier que les autres présidents de la République qui avaient été élus jusqu'à maintenant. Parce que finalement, il n'a pas eu de mandat locaux, tout ce qu'on sait du parcours d'Emmanuel Macron. Ce décalage apparaît encore plus criant. Et puis en plus, si vous voulez, il est le président dans un contexte où la crise démocratique n'a jamais peut-être été aussi forte depuis presque 4 décennies. Donc tout ça, en effet, crée des difficultés. On a eu un classique hier soir, Arlette Chabot, c'est au final un Emmanuel Macron qui a annoncé une annonce à venir avec ses rendez-vous de la nation. On y est habitué. Oui, c'est-à-dire que ça fait quand même, depuis sa réélection, il annonce des nouveaux rendez-vous, il cherche des instruments pour effectivement régénérer la vie démocratique, alors les conventions citoyennes, le CNR, le Conseil national de la refondation, les rencontres de Saint-Denis avec les chefs de parti. La rencontre de Saint-Denis, il y en a une qui a marché. Ça, c'est vrai, c'était un incontestable succès. Et puis la deuxième, ça marche plus. Donc, il cherche toujours autre chose pour régénérer. Et ça, il n'a pas trouvé encore. Et il ne va pas se lancer sur un référendum. Il n'y a rien de concret. Par exemple, la fin de vie, il y a un projet de loi fin de vie qui doit être présenté au mois de février. Il n'y a pas évidemment un mot là-dessus, parce que ça aussi, c'est quand même un sujet qui fâche, qui va diviser l'opinion. Donc, il va l'assumer, c'est annoncé. Celle qui porte, d'ailleurs, est une ministre en difficulté pour d'autres raisons, donc elle ne sera peut-être pas au gouvernement dans quelques semaines, mais en tout cas, il n'y a rien de concret pour l'instant. Or, il va falloir qu'il dise les choses qu'il va faire. Arnaud Benedetti. Il y a quelque chose de très désordonné, en général, dans la façon dont Emmanuel Macron met en scène son action. C'est très intéressant ce que vous dites sur la ministre de la Santé. Finalement, vous pouvez pas, si vous voulez parler... Je vais prendre non, mais cet exemple me paraît très, très significatif. Vous pouvez pas considérer que la santé est un domaine prioritaire où il faut réarmer et nommer une ministre seulement par intérim. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est contradictoire. Quand vous considérez que le sujet est absolument essentiel, 6 ministres, je crois, capital, depuis le début on a eu 6 ministres depuis 2017. C'est énorme. Depuis 2017, donc c'est un turnover difficile de faire une politique à partir de ça. Ça aussi, il y a une espèce de, j'allais dire, de désordre dans la déclinaison de l'action d'Emmanuel Macron, qui fait que parfois on doute justement du cap qui est le sien. En d'autres termes, les mots ne suffisent plus. Les mots ne suffisent pas, en l'occurrence. Il est quand même beaucoup plus aujourd'hui, aux yeux d'une grande partie de l'opinion, comme le président des mots, le président de la parole, que le président de l'action. Et même si on a vu qu'il a essayé de valoriser son bilan, ce qui est tout à fait normal hier soir. J'aimerais en quelques mots, qu'on termine ce débat, Arlette Chabot et puis Arnaud Benedetti, sur une des échéances importantes. On n'en a pas parlé, c'est le Conseil constitutionnel qui va statuer sur cette loi immigration d'ici fin janvier à peu près. Ça aussi, ça va être une date importante pour Emmanuel Macron, pour la majorité, mais aussi très regardée par le RN et les Républicains. En fonction, on parle quand même d'une trentaine d'articles qui pourraient être retoqués. En fait, tout le monde va être content. Parce que les dispositions irritantes qui ont froissé la majorité présidentielle ou choqué même le président de la République risquent d'être effectivement annulées. Et ces dispositions annulées permettront aux oppositions de droite et de droite extrême, c'est-à-dire les LR et le Rassemblement national, de dire, vous voyez, qu'il faut bien un changement de la Constitution pour arriver à être efficace dans la lutte contre l'immigration et la maîtriser et la contrôler, etc. Donc, finalement, tout ça est quand même une assez grande hypocrisie au bout du compte, et c'est invraisemblable quand même. Petite parenthèse, ça fait un peu vieux, mais enfin, autrefois, les gouvernements vraiment était à peu près honteux et humilié, et Arnaud va sûrement le confirmer, quand un projet de loi était vraiment largement censuré par le Conseil constitutionnel, ça faisait bricolo amateur, quoi. Donc là, tout le monde l'a fait consciemment,
Et c'est pour ça que je dis c'est assez hypocrite, en sachant que voilà, l'accord à tout prix, ok, il y a un accord, et après chacun pourra en tirer les bénéfices. Oui, parce que c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal, et en parlant de paradoxe, effectivement, Emmanuel Macron, Arnaud Benedetti l'a dit, j'assume tout ce texte, et en même temps, il y a des articles qui ne sont pas respectueux de la Constitution. C'est quand même assez surprenant. Ah ben dans les annales de la Ve République, je crois que c'est la première fois que je vois un chef de l'État et un gouvernement finalement espérer que le texte qu'il a fait voter soit censuré par le Conseil constitutionnel. Ça, je crois de mémoire, j'avais pas vu encore cela, mais enfin, c'est une innovation supplémentaire dans le paysage politique français. Mais si vous voulez, oui, je partage tout ce qu'a dit Arlette. La réalité, c'est que c'est vrai que tout le monde va être satisfait, in fine, tant les oppositions que la majorité. Mais si vous voulez, ça va quand même créer un petit problème pour Emmanuel Macron, c'est que il voulait évacuer quand même le dossier immigration, et le dossier immigration va revenir. Et ça veut dire que ça va être un des grands enjeux de l'élection européenne du mois de juin prochain. Et ça a profité notamment à la droite globalement, et notamment au RN qui est déjà favori de ces élections. Arlette Chabot, éditorialiste à Sud Radio, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. On peut dire encore bonne année, parce qu'il va, enfin, une meilleure année, on peut espérer. C'est pas gagné, hein, mais on va essayer. Merci pour votre optimisme, Arlette Chabot. En partie, en tout cas, c'est important. Merci à vous aussi, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur donc de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF.